Alors, les revues d'avant-garde nous renvoient à une notion historique assez précise, qu'on connaît assez mal finalement aujourd'hui, et nous renvoie à une période surtout qui est une période d'agitation et de remise en cause assez fondamentale d'à peu près toutes les valeurs culturelles, esthétiques, sociales et politiques également. Et c'est dans ce contexte-là, après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout après les mouvements révolutionnaires qui ont secoué l'Europe autour de 1920, c'est ce contexte qui donne sa première signification sociale à l'activité même des avant-gardes historiques. Et on peut rappeler à cette occasion que ces avant-gardes se constituent d'abord de groupes qui apparaissent à peu près dans tous les pays d'Europe, en particulier dans les périphéries, ce qui est assez significatif, c'est-à-dire, je veux dire par là, en particulier dans les nouveaux États issus du traité de Versailles, en Europe de l'Est par exemple, ou dans des États qui tentent de nouvelles formulations sociales et politiques. Je pense par exemple à l'Italie fasciste en Europe occidentale, pour ne pas parler bien sûr de l'URSS. Et ces différents mouvements nationaux vont d'ailleurs assez vite essayer de se fédérer et de se constituer en une véritable internationale, on appellera ça l'internationale constructiviste, qui, à partir de 1922 en particulier, un peu par analogie aux mouvements sociaux et politiques des internationales, de l'internationale communiste par exemple, même si la plupart des protagonistes de ces avant-gardes ne sont pas communistes, ne sont pas marxistes même. Il s'agit en particulier, très généralement, de plasticiens qui créent ces groupes. Plasticien, c'est un terme qui apparaît à cette époque pour distinguer du terme un peu jugé caduc d'artistes ou de peintres ou de sculpteurs, c'est-à-dire voués à produire des objets artistiques eux-mêmes, voués à la contemplation ou à la spéculation, donc qui sont investis d'une mission sociale affirmée. Ils sont secondés par des poètes, par des cinéastes, par des architectes essentiellement, et tous sont animés d'un même souci d'action commune et de transdisciplinarité, de pluridisciplinarité qui est une des caractéristiques principales de cette avant-garde historique. Et c'est dans cette perspective-là que leur actualité et l'intérêt qu'on peut leur prêter aujourd'hui est également assez grand. Alors, ces différents groupes s'expriment dans les revues qui sont l'objet de ce livre, ces revues étant le principal vecteur de leur activité, le principal relais de l'activité en termes visuels, en termes discursifs également. Ils véhiculent à la fois les programmes, les manifestes, ils les échangent, ils font la démonstration aussi des réalisations propres à chacun de ces groupes. Et donc, il existe entre les revues en question une véritable émulation dans le sens de l'innovation, plutôt d'ailleurs que dans le sens de la rupture ou de la provocation pour elle-même. Il s'agit de faire la preuve de son inventivité dans les différentes techniques qui sont alors expérimentées un peu partout, d'un point de vue visuel, disons sur les bases en gros de l'expérience du cubisme des années 1910. Et c'est souvent à travers les revues et même sur les couvertures de cette revue on peut les considérer assez souvent comme des manifestes en tant que tels, des manifestes visuels. Et la plupart d'ailleurs de ces revues sont mises en forme, c'est un terme aussi propre à l'époque, par des gens qui vont être par la suite les grands pionniers des grandes réformes de la typographie, de la photographie à travers le photomontage par exemple, de la communication au sens moderne du terme et même de la publicité. Et ça sera on pourrait faire l'inventaire d'ailleurs, y compris dans ce livre, de tous les pionniers qui par la suite feront des carrières internationales dans ces domaines-là. Alors, dans tout ce contexte, la présence de Sartorius est un petit peu ambivalente. Il est présent avant tout par son activité de compilateur, puisqu'il a réuni cette collection tout à fait exceptionnelle dans les conditions suisses et même européennes, de revues participant d'un réseau où lui-même n'a été introduit qu'assez tard finalement, à la fin des années 20, à partir de 1927 surtout, un moment où, disons, où ce réseau était déjà un peu en train en tout cas de changer ou de subir une certaine mutation.
Mais on peut dire aussi d'une certaine manière, il a profité à la fois de ce réseau et donc de ces revues, au moins de deux manières. La première, c'est parce qu'il y a puisé lui-même et il a interprété des modèles tels qu'ils circulaient à travers toute l'Europe. Il est par exemple surtout réputé pour avoir créé un système visuel de représentation de l'architecture qui est l'axonométrie, formulé d'une façon qui lui était tout à fait particulière, à mi-chemin entre l'œuvre d'art autonome et le projet d'architecture. Eh bien, c'est une solution qu'il a interprétée, qu'il a adaptée, disons, à partir de modèles qui circulaient précisément dans ces mêmes revues. Et puis l'autre aspect, l'autre présence de Sartoris dans ces revues, c'est la promotion qui a été faite très très vite, dès 1927-28, de son œuvre, notamment à travers ses axonométries, qui sont elles-mêmes considérées comme une forme tout à fait typique d'expression d'avant-garde, justement. Ni architecture, ni art plastique, ni art visuel à proprement parler, et qui très vite, grâce à ces revues, ont été diffusées pratiquement sur tous les continents, en tout cas dès 1935 par exemple, ce qui est quand même très précoce pour un homme de sa génération.